Alors on va vous parler de deux vieilles dames, ou d'un vieux monsieur et une vieille dame. C'est selon. Moi, ma vieille dame, elle s'appelle Kousmitchov. Vous la connaissez sous le nom de Kousmiti. Elle a une vieille histoire parce qu'elle est née il y a 150 ans. Alors, 150 ans, c'est énorme. En fait, c'est 150 ans cette année. C'est une marque que normalement vous connaissez toutes et tous. Et cette marque, je l'ai rachetée en 2003 et je l'ai complètement reconstruite. Notre thème aujourd'hui, c'est Build. Je n'ai pas construit cette marque, je l'ai reconstruite parce qu'elle avait une vieille histoire. Elle est née en 1867 à Saint-Pétersbourg. Elle avait déjà à l'époque un packaging un peu comme il est aujourd'hui et des qualités de thé incroyables comme Anastasia et Prince Vladimir. Et donc il m'a fallu reconstruire cette marque en 2003 quand je l'ai rachetée. Ça a été tout un travail. On a tout refait. On a refait les packaging qu'on a rénovés, les qualités de thé. On a revu toute la distribution, toute la production. Enfin, ça a été un boulot de construction, de reconstruction assez énorme. Et puis, quand on s'est lancé, après 2 ans et demi de reconstruction véritable de la marque, quand on s'est lancé, on a été très vite. C'est un peu, Kousmi, c'est un peu le thé à grande vitesse. On a agi par ruptures successives, on a changé beaucoup de choses et on a obligé les autres finalement à nous suivre et à rénover ce milieu du thé qui était très, très ancien, très poussiéreux. Et la première rupture, c'est qu'on a communiqué tout de suite dans la beauté plutôt que dans la gastronomie. En 2004, 2005, communiquer dans la beauté quand on a une marque de thé, c'est pas usuel. Tout le monde nous regarde en disant « mais pourquoi donc la beauté ?» Et puis finalement, 10-12 ans après, on se rend compte que la beauté, c'est le bien-être, que le thé, c'est le bien-être, et que tout ça se rejoint, et puis que les gens à qui on vend ce thé sont des gens pour qui la beauté est importante. Et c'est ça qui nous a propulsés comme une marque de thé un peu différente, un peu nouvelle, un peu innovante. Et 2 ans après, on a lancé Détox versus l'Apsang Souchong, c'est-à-dire qu'on s'est dit que les gens n'allaient pas boire des thés noirs fumés, Earl Grey, toute leur vie, qu'il fallait leur proposer autre chose. Et donc, on crée une autre rupture qui est le lancement de notre gamme bien-être, le Détox, avec du thé vert, du maté et d'autres ingrédients. Et là aussi, on avance très vite, puisqu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers ces nouveaux mélanges et ce bien-être dans le thé. Et puis, un peu plus tard, on innove dans la distribution. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être que dans les épiceries fines, derrière le comptoir, et on se lance chez Monoprix. Ah, Monoprix, alors vous me direz, Monoprix, c'est pas très innovant. Ben, en 2005, Monoprix, c'était encore une enseigne qui était un peu plus ancienne qu'aujourd'hui, et qui voulait innover, et qui a fait le pari de prendre Kousmiti, marque inconnue à l'époque. C'est un vrai pari pour Monoprix, un pari réussi, puisqu'on est numéro 1 du thé chez Monoprix, aujourd'hui devant toutes les grandes marques que vous connaissez. Et c'est un pari pour Kousmiti aussi de se lancer dans la grande distribution. Ce n'était pas évident pour une marque premium. Et puis, par la suite, on a continué. On a ouvert un flagship sur les Champs-Élysées, ce qui est un truc que personne n'aurait fait, qu'aucune petite marque ne fait. On est devenu une grande marque depuis, puisqu'on est numéro 1 français du thé premium. Mais il fallait oser aller sur les Champs-Élysées. Et puis, très récemment encore, dans la construction de notre marque, on a lancé ce qu'on appelle les Kousmi kiosques. Ce sont des distributeurs de boîtes de thé digitaux qui sont pilotés depuis San Francisco et que vous trouvez dans des gares, des aéroports, des centres commerciaux. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre marque au cours de toutes ces années et on a pour ambition aujourd'hui de l'emmener loin, de l'emmener un peu autour du monde. On est dans 35 pays aujourd'hui et cette construction, elle s'est faite dans les 15 dernières années. Et voilà, je crois que c'était quelque chose d'important à vous raconter parce qu'on a été très vite, mais en même temps, ça nous a demandé un travail considérable, un travail de fond considérable. Et je crois que Dominique a une autre histoire d'un vieux monsieur ou une vieille dame à nous raconter. Vieille dame ou vieux monsieur, c'est voilà. Selon. Et donc, effectivement, une centaine d'années. L'aventure Forbes a démarré en 1917.
Et je crois que 1917, c'est l'année où la famille Kusmitchoff est arrivée à Paris. Et ben, au même moment, Bertie Charles Forbes, en 1917, a décidé de lancer un magazine business, sur l'entrepreneuriat. C'était un monsieur d'origine écossaise, un journaliste financier, et il s'est dit « je veux mettre la lumière sur l'entrepreneuriat ». Il a commencé à diriger ce magazine pendant 2 ou 3 décennies, et ensuite son fils, parce que les 100 ans Forbes, c'est vraiment un empire familial, son fils, Malcolm Forbes, a pris les rênes de l'entreprise pendant encore une petite, on va dire une trentaine d'années. Et plus récemment, dans les années 80, Steve Forbes, qui est toujours aux commandes aujourd'hui, qui est toujours rédacteur en chef et président du conseil d'administration, continue à suivre l'évolution du groupe Média, qui a donc, qui cette année fête ses 100 ans. Et pour montrer que la famille est toujours impliquée, en 2001, Moira Forbes a rejoint le groupe, et j'y reviendrai dans quelques instants sur ce qu'elle a fait. Donc Forbes, c'est un magazine sur le business. Forbes, c'est pour mettre la lumière sur ceux qui entreprennent, c'est pour prôner la créativité et l'envie d'entreprendre, pour mettre en lumière ceux qui réussissent, ceux qui font bouger l'économie. Et le slogan de Forbes à l'époque, c'était « For the doer and the one who do and the doers ». Donc pour ceux qui font et ceux qui le font. Le magazine a évolué au fur et à mesure des années, et ce n'est que 60 ans plus tard, parce que vous connaissez tous Forbes pour ses classements, ce n'est donc en 1982 que les classements sont apparus au niveau du magazine Forbes. Donc il y a eu, tu dois connaître Sylvain, peut-être que tu fais partie de cette liste, je ne sais pas, le classement, voilà, le classement des 400 Américains les plus riches, c'est en 1982, donc ça tu n'en fais pas partie. Il faudrait que je sois américain déjà. En 1987 est apparu le classement des milliardaires. Il faudra que je regarde si tu en fais partie. Donc c'est un classement global mondial. Et en 2001, il y a eu la première conférence des CIO qui a eu lieu à Singapour. Et plus récemment, et c'est quelque chose qui s'adresse aux millenniums, il y a eu les 30 under 30. C'est les jeunes de moins de 30 ans qui font le futur, l'avenir de l'économie, qui bougent l'économie, qui vont faire bouger l'économie dans les années à venir. Et plus récemment, il y a 2 mois, on a sorti le classement des Under 30 Europe. Et parmi ces Under 30 Europe, on a pu extraire 26 Français, je tiens à préciser, et Français qui font partie de ce classement. Donc ça, c'est assez important. Et alors, on est ici, donc, la journée de la femme digitale. C'est important de parler des femmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Moira Forbes a rejoint le groupe en 2001. Et en 2008, elle a considéré que le magazine pouvait s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. Et donc, elle a décidé de créer une rubrique Women at Forbes, Femmes at Forbes, qui existe donc depuis 2008. Et cette rubrique permet aux femmes d'échanger entre elles, de mettre la lumière sur les femmes qui réussissent, qu'elles puissent échanger leurs best practices. Et c'est très important, vous le savez, de pouvoir échanger avec vos pairs quand vous n'êtes pas dans la difficulté, mais quand vous avez des challenges à réaliser au jour le jour dans votre entreprise. Et à ce titre, je tiens à souligner quelque chose qui est assez important, c'est que j'ai lancé Forbes en France, donc Forbes.fr et bientôt le magazine, il y a 3 mois en France, et j'ai fait ça avec 2 associés qui sont 2 femmes. Parce que la réussite entrepreneuriale, ça se passe, c'est au masculin, mais aussi au féminin. Et comment ça se passe chez Kousmiti à ce niveau-là ? Alors, Kousmiti, c'est une marque qui est faite avec des femmes, pour des femmes. On a 70% de nos salariés qui sont des femmes. Ce n'est pas uniquement des dames qui remplissent les boîtes de thé. On a 60% de notre comité de direction qui est composé de femmes. On a une directrice financière, une directrice juridique, une directrice marketing, une directrice des ressources humaines. Donc on a beaucoup de femmes chez nous. Et j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Je trouve qu'elles ont beaucoup d'intuition, une intelligence émotionnelle qui fait qu'elles comprennent le monde, je vais dire mieux que nous, les hommes, en tout cas différemment. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'adresser à notre public féminin à travers les femmes. Et moi, je travaille très bien avec les femmes et j'arrive manifestement à bien leur vendre mon produit parce que je suis un papa de filles. J'ai 2 filles. Et je vois le monde à travers leurs yeux. C'est-à-dire que c'est important, je ne sais pas ceux qui ont des filles ici, s'ils se rendent compte, les hommes qui ont des filles, s'ils se rendent compte à quel point le monde est compliqué pour une fille aujourd'hui,
et à quel point il sera peut-être compliqué encore dans 20 ans, quand mes filles auront 35, 40 ans. Et moi, je voudrais que le monde qu'elles connaîtront dans 15 ans soit un monde dans lequel les femmes sont heureuses, sont à l'aise, peuvent s'épanouir. Et donc, je regarde le monde à travers leurs yeux et j'essaye de voir ce qui peut être bien pour elles. Et donc, je ressens un peu, par procuration, ce qu'est être une femme. Et je vois ça à travers mes filles. C'est très important pour les hommes de pouvoir se mettre à la place des femmes pour comprendre un petit peu ce qu'elles ressentent. Donc, on marche très bien chez Kousmiti comme ça. On a des équipes qui sont extrêmement affûtées, extrêmement au point, très au courant de ce qui se passe, des tendances, qui arrivent à sentir ce que veulent nos clients et nos clientes. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, le fait d'avoir beaucoup de femmes au bureau, alors c'est très gai d'abord, mais ça oblige aussi, parce qu'on a évidemment, on a des femmes qui ont entre 25 et 35 ans, alors évidemment, elles se marient, elles ont des enfants, et hop, le congé mat. Et le congé mat, c'est pas simple à gérer quand vous avez une entreprise avec plus de 500 personnes en France aujourd'hui. Donc il faut qu'on apprenne à les remplacer, à les accueillir quand elles reviennent, sans qu'elles souffrent de leur absence. C'est quelque chose qui est compliqué, mais qu'on s'oblige à faire et qu'on réussit plutôt bien, puisque toutes les femmes qu'on accueille, qui reviennent de congé maternité, progressent. Et voilà. Et puis on s'occupe d'elles aussi. Et on est partenaire de l'association Octobre Rose contre le cancer du sein, la lutte contre le cancer du sein. Parce que chez nous, évidemment, les femmes qui travaillent chez nous, aujourd'hui, selon les statistiques, ont des possibilités, la malchance d'être touchées elles-mêmes par ce cancer du sein. Donc, on leur apprend, on leur dit tous les ans en octobre, l'importance du dépistage pour qu'aucune d'entre elles ne subisse les affres du cancer. On doit parler de digital aussi, je crois. Oui, je crois qu'il faut qu'on parle un peu de digital. Alors, je vais vous parler du digital. Je garde le micro. C'est dur de m'enlever le micro quand je l'ai. Pas facile. Dépêche-toi, Sylvain. Alors, le digital. Le digital chez Kousmi, c'est très important. Ça a démarré il y a très longtemps. Notre site de vente en ligne a ouvert il y a 10 ans. Et il y a 6 ans, j'ai recruté un CDO. Alors, un CDO, Chief Digital Officer. Il y a 6 ans, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais enfin, maintenant, je l'appelle comme ça. Et je me suis fait une réflexion. Est-ce que j'externaliserais mon directeur financier ou mon DRH? Non, forcément. Alors, pourquoi externaliser le digital? À quoi ça rime? Donc, on s'est dit qu'on allait recruter une équipe en interne. Et on l'a fait en 2011, il y a 6 ans donc, alors que des gens comme L'Oréal ou Accor l'ont fait l'an passé, je crois, ou il y a 2 ans. On a vraiment créé quelque chose, c'était rare à l'époque. Et j'ai aujourd'hui une équipe de 18 personnes qui travaillent exclusivement sur le digital. Et c'est plus que mon département marketing. J'ai moins de 18 personnes dans le marketing et j'ai déjà 18 personnes dans le digital. Still growing, ça grandit et on fait énormément de choses. Et on a utilisé des moyens de vente, de communication. Alors évidemment, on est sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, mais on a utilisé des moyens de communication et de vente, comme venteprivée.com, par exemple. En 2008, on a décidé de vendre du thé sur vente privée, mais ce n'était pas pour déstocker, c'était pour communiquer. Les millions de membres de vente privée, beaucoup de femmes d'ailleurs, on a pensé qu'ils seraient intéressés de découvrir notre thé par ce biais-là. Et puis, Amazon. On a une grosse boutique sur Amazon aujourd'hui, parce que évidemment, on ne peut pas ne pas vendre de thé sur Amazon. Donc le digital, pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. Et je suis sûr que chez Forbes, je sais que chez Forbes, c'est encore mieux que ça. C'est mieux, je ne me permettrai pas. En tous les cas, donc Forbes, l'Empire, les femmes, comme vous pouvez le voir, il y a une femme qui est mise en avant ici, qui est Arianna Huffington, qui a lancé le HuffPo, qui est une femme donc du digital. On peut pas nier qu'elle a inventé un nouveau type de média. Et donc quelques années avant, donc en 1996,
Forbes, qui était déjà une marque qui avait 80 ans, a décidé de se lancer dans le digital en lançant Forbes.com. Donc, ils étaient assez pionniers aux États-Unis pour un vieux groupe média de se lancer dans le digital. Et en 2010, il fallait qu'ils se renouvellent parce qu'il y avait tous les sites médias qui avaient été lancés. Ils ont décidé de racheter une petite start-up qui s'appelait Truthland, dont le fondateur était et est toujours Lewis Deworking, qui est maintenant le directeur de la rédaction de Forbes. C'est une plateforme de journalistes collaboratifs. Donc dès 2010, Forbes.com a pris le virage du collaboratif avec près de aujourd'hui 1800 contributeurs sur différents verticales. Et c'est important de pouvoir échanger entre pairs et pas uniquement avec les journalistes. Et la même année, en 2010, Forbes a également lancé une initiative digitale assez intéressante que tout le monde aujourd'hui appelle le native advertising. Ça s'appelle le brand voice, la voix de la marque. Les annonceurs créent du contenu à valeur ajoutée pour l'audience. Et ça, c'est assez important. Et plus proche, il y a 3 mois, quand j'étais voir les gens de Forbes à New York il y a à peu près 2 ans, j'étais les voir, je leur ai dit « Forbes n'est pas en France, il faut absolument le lancer, mais on va faire différemment ». Il avait déjà lancé dans 35 pays, d'abord sur le print, et je leur ai dit « On se lance d'abord sur le digital ». Et donc il y a 3 mois, on a lancé Forbes.fr. C'est une première dans l'histoire de Forbes, d'abord lancé dans un pays sur le digital, et à la rentrée, on lancera Forbes sur le print. Mais d'abord, digital first, comme maintenant c'est le cas aussi chez toi. Évidemment. Et donc, il y aura une femme en couverture du premier Forbes France. Peut-être. Et ça sera peut-être l'une d'entre vous. Bon. Merci à toutes et à tous. Une belle histoire, 2 belles histoires, 2 vieilles histoires, 2 histoires de construction, de reconstruction, et qui s'articulent l'une comme l'autre autour des femmes et du digital. Il fallait qu'on soit là aujourd'hui. Merci. Merci.